dont George nous a parlé un peu plus tôt, CILT. Avant de voudrais avoir à main levée les personnes qui ont des questions dans la salle. Juste 1, 2, 3, 4. Je ne veux pas prendre tout le temps, donc je vais peut-être commencer par quelques questions et puis je vous passerai la parole. Nous avons 2 jeux de tâches. D'abord, nous concentrer sur l'idée de professionnalisation et comment relier les gens sur le terrain d'une façon ou d'une autre. Chris a parlé de l'IAPHL, George a parlé du domaine humanitaire, et ils font beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis, ce qui a été présenté par Andrew juste maintenant, cette idée de compagnonnage qui me semble tout à fait intéressante. Une des idées qui m'intéresse, c'est ce que l'on peut tirer comme enseignement de ces initiatives. HLA est très avancé puisqu'ils y travaillent depuis longtemps. Il y a des possibilités de collaboration potentielle avec IAPHL et George vous a parlé de ce qui pouvait être possible à l'avenir. Est-ce qu'on peut voir une voie de collaboration avec HLA? Et pour vous, Andrew, la question est qu'est-ce que cela demanderait de mettre en place un système de compagnonnage comme vous avez dans les îles du Pacifique, dans d'autres géographies? Et s'il y a quelque chose de spécifique au niveau culturel dans cette région qui rend les choses plus faciles par rapport dans d'autres géographies, comme par exemple sur le continent africain? Ou comment est-ce qu'on pourrait faire? Autre jeu de discours dont ont parlé Léa et Wendy, ce sont une conception de système. Et là, la question pour vous deux, c'est que quand on parle d'un cadre de compétences dans la formation des ressources humaines, avant cela, il y a la conception du système lui-même. Parce que ce que vous avez souligné, c'est que la façon dont vous avez conçu le système peut changer un petit peu les attentes des personnes qui doivent gérer ces systèmes. Donc, l'interface entre la conception des systèmes et le cadre des compétences lui-même, comment envisager ces aspects-là? Donc, si on pouvait commencer par là, et vous pouvez peut-être répondre à cela, et puis ensuite on passera aux questions du public. Donc, d'abord, la professionnalisation. Oui, merci, Ravi. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre les uns des autres? Eh bien, je l'ai peut-être trop mentionné dans ma présentation, mais il y a beaucoup que nous pouvons apprendre les uns des autres. Et une chose qui m'intéresse particulièrement au niveau de la collaboration, c'est la création d'un plan de carrière. Et je pense que c'est ce qui a le plus gros potentiel à ce stade des discussions. C'est le plus grand besoin de notre communauté de praticiens. Et je crois qu'il y a vraiment un besoin au sein de la logistique de santé. Et vraiment, c'est là-dessus que nous devrions nous concentrer, à mon avis. Oui, je suis entièrement d'accord avec cela. Et l'un des domaines qui, à mon avis, est recherché par IAPHL, c'est justement l'expérience d'établir des certifications de professionnels basées dans les communautés, et pas seulement pour la gestion des chaînes logistiques, mais des caractéristiques très spéciales de la chaîne logistique de la santé, exactement comme les spécificités de la chaîne logistique humanitaire. Donc la relation que HL a avec cela est très intéressante pour nous en raison de cette association collaborative avec un parapluie beaucoup plus large. Et cela a beaucoup de valeur pour les membres de IAPHL. Et cela donne la possibilité d'avoir cette professionnalisation et cette certification de la compétence sur le marché. Je voudrais rebondir sur ce point de la professionnalisation et de ce que l'on peut apprendre les uns des autres. Quand CILT
s'est vu demander de développer un programme de certification pour la logistique humanitaire, eh bien, nous avons pensé que ce serait très différent du secteur commercial et de nos cadres de compétences existants. Mais en fait, et nous avons passé beaucoup de temps à développer les modèles de compétences sur lesquels les programmes de certification sont basés. Mais ce que nous avons découvert, en fin de compte, c'est que le modèle de compétences et les qualifications qu'on recherchait étaient en fait très similaires. Les compétences en matière d'entreposage, la distribution, les transports, toutes ces compétences étaient les mêmes. La seule chose qui différait, c'était le contexte. Et contextualiser ce que vous êtes en train de faire dans votre formation et dans le développement des personnes, eh bien, on doit les replacer dans le contexte dans lequel on travaille. Mais le message est qu'il y a déjà beaucoup de cadres de compétences sur lesquels on peut bâtir. Il ne s'agit pas de partir de zéro. Ces compétences sont là et il s'agit simplement de les rendre plus spécifiques et de les contextualiser selon vos besoins spécifiques. Là, j'ai ma casquette PTD. J'ai eu de bonnes discussions avec Dorothy et avec George. Et ce que nous ressentons, c'est qu'on peut vraiment profiter des expériences des uns des autres dans un monde où il y a des réductions des ressources. Et en ce qui concerne le plan de carrière, on pourrait essayer de faire cartographier un peu les compétences. Et à mon avis, je crois que 80-95% des compétences entre Sheila et les logisticiens de santé seront les mêmes. Et si nous pouvons prouver cela, eh bien, cela permettra d'avoir davantage de coopération et nous pourrons mieux aller contacter les bailleurs de fonds. J'ai aussi parlé avec PEX, CILT, avec aussi CIPS et IAPHL autour de ces questions, pour savoir comment est-ce qu'on peut profiter des associations professionnelles existantes, non seulement pour accréditer des cours académiques dans les institutions, mais aussi pour reconnaître les compétences au niveau de l'entrée des personnels. Maintenant, si je mets mon chapeau de l'Université de Canberra, eh bien, il me semble que les professionnels ensemble aiment généralement se parler les uns aux autres. Et surtout dans des environnements de ce type, il y a vraiment un esprit de camaraderie. Mais j'ai fait des recherches dans d'autres environnements, dans le travail de IAPHL et PTD en Indonésie. Ils aiment bien se réunir en groupe et dans la communication, dans les groupes latino-américains, ils aiment bien cela. Donc, il y a ce désir de se réunir et de partager, d'échanger. Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans et je crois que c'est tout à fait transférable. Là, nous sommes partis de ce concept. Il s'agit de discussions entre professionnels. Nous faisons une expérience, avec un programme de mentoring qui était un petit peu comme votre idée initiale pour les îles Pacifiques, d'avoir trouvé des gens qui ressentent le besoin d'un mentor et puis de les connecter avec des mentors éventuels. Nous avons démarré cela avec quelques personnes et on va voir comment ça va évoluer pour voir si cela a vraiment une valeur ajoutée ou si c'est vraiment pas. Non, pas du tout ce que l'on veut. Et si on veut quelque chose de différent. Mais donc, je l'ai abordé très, très brièvement. Mais nous voulons en arriver à un niveau où la communauté dit à IAPHL ce qu'elle veut. Je repars en premier comme tout à l'heure. Ravi, vous avez mieux résumé ma présentation que moi. Il s'agit vraiment de conception du système. Ajouter un logisticien dans la structure gouvernementale existante pour la chaîne de logistique des vaccins, ça n'y allait pas parce qu'elle ne fonctionnait pas correctement. Donc, créer ces logisticiens dédiés et changer la structure du système lui-même et la structure de la chaîne logistique, eh bien, ça, c'est le bénéfice des deux. Et ce n'est pas quelque chose qui pourra tenir tout seul, c'est quelque chose qui bénéficie aux deux aspects. Et j'ajouterais juste à cela, comme Andrew l'a dit, nous aimons nous parler les uns aux autres, et si vous parlez souvent avec moi, vous m'entendrez dire que vous devez construire vos systèmes autour des compétences que vous avez, et non pas autour de ce qui est idéal, parce que si vous construisez autour de l'idéal, eh bien, vous n'aurez pas de résultats
aujourd'hui et nous voulons des résultats aujourd'hui et demain. Si vous construisez votre système autour des compétences existantes, ce ne signifie pas que vous devez vous passer de cet idéal. Mais cela vous tournera vers l'avenir. Et au Mozambique et au Sénégal et dans d'autres pays où ces modèles existent, eh bien, ils ont tous existé, ces systèmes, parce que les compétences n'existaient pas. Et ils sont beaucoup plus flexibles dans les secteurs où les responsabilités pour la chaîne logistique est distribuée sur l'ensemble du système. C'est-à-dire que vous devez reformer tout le monde quand vous avez un changement ou quelque chose de nouveau. Et ça, c'est beaucoup plus facile donc de faire dans un groupe de personnes concentrées. Et je dirais que mon chef au Sénégal m'a dit, quand j'ai commencé à travailler au Sénégal, il m'a dit, dans 20 ans de travail avec le système de santé au Sénégal, il n'a jamais vu un magasinier capable de commander ses propres fournitures, de savoir ce dont ils avaient besoin et de remplir la fiche de stock. Et on doit externaliser cela pour que ce soit fait par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, après avoir passé 20 ans à essayer de le faire, eh bien, il a fallu vraiment créer un système complètement nouveau pour le faire. Alors, les questions dans la salle maintenant. Levez la main si vous avez une question et on vous amènera un microphone. Merci. Merci pour ces discussions intéressantes. J'ai une question à Léa. Vous avez mentionné des problèmes initiaux avec les données, pardon. Est-ce que vous pouvez élaborer les données qui ont été récupérées et la qualité des données que vous récupérez? Donc, on prend quelques questions et puis on va donner la parole aux panélistes. C'est pour Chris et Andrew. En tant qu'utilisateur final, pourquoi vous rejoindre? Pour rejoindre une organisation? Pourquoi faire du réseautage avec vous? Donc, moi, je cherche pour des possibilités de carrière. Est-ce que vous pouvez me promouvoir? Et puis, j'aimerais avoir une meilleure compréhension de la logistique. Et puis, si j'ai des problèmes et j'essaie de googler pour trouver une solution à ces problèmes, est-ce que vous pouvez m'aider là? Et quatrièmement, savoir ce qui se passe dans le monde. Et aussi dire dans le monde ce que nous avons fait. Si une plateforme me procure ce type de possibilités, l'IAPHL fait cela. Je ne connais pas le secteur humanitaire. Mais si on peut amener tout cela très clairement sur le site web et que si vous cherchez cela, c'est la voie à suivre, eh bien, cela accroîtrait le nombre de membres qui adhéreraient à IAPHL. J'ai le micro, mais j'ai besoin de votre permission. C'est une question commune. Je pourrais essayer d'y répondre moi-même, mais je réfléchis aux façons d'aider à la livraison de produits médicaux et de médicaments, un modèle ou quelque chose que l'on pourrait recommander dans les pays. Parce que je regarde ce qui se passe dans les différents pays, quelque chose comme ce qui se passe au Sénégal, eh bien, je vois les raisons pour les faire. Par exemple, le modèle en push pour les contraceptifs, c'est intelligent, c'est logique et ça fonctionne. Les résultats sont là pour le montrer. Mais dans des pays, vous voyez qu'une telle approche au programme et des solutions spécifiques sont considérées comme une raison pour laquelle le système public ne fonctionne pas, parce que les ressources ont été canalisées pour avoir des résultats dans un domaine spécifique. Et il y a plusieurs pays qu'on peut citer. Donc, et je ne sais pas si c'est une question ou plutôt un appel aux réflexions du panel. Est-ce qu'il y a des enseignements tirés, comme avec ce modèle en push au Sénégal, qui pourrait dire que ce serait une façon de converger et de faire venir d'autres produits?
parce qu'au début, on pensait que ça ne fonctionnerait peut-être pas parce que les problèmes n'étaient pas les mêmes. Mais vos expériences avec le secteur privé, qui ne se conforme peut-être pas aux indicateurs clés pour plusieurs raisons, peut-être qu'ils ne sont pas, n'a pas l'habitude de travailler vers des résultats. Donc, quels pourraient être les enseignements si vous entrez dans un pays où le service public ne fonctionne pas dans le domaine des médicaments? Comment attaquer cette question? Je voudrais simplement entendre vos réflexions là-dessus. Le monsieur ici, et nous en prenons 4, et puis nous reviendrons par la suite. Qui achète les articles? Qui décide combien envoyer à qui? Est-ce que qui décide des candidats? Est-ce que c'est 3PL ou c'est quelqu'un de chez vous ou c'est le public qui se charge de cela? Donc c'est vraiment une question simplement de management. Donc on va demander aux panélistes de répondre à ces 4 questions avant de passer à la suite. En ce qui concerne la première question, sur les données, ce qui est collecté, c'est ce que vous trouvez dans une commande, c'est-à-dire le stock existant et le reçu, les dates, etc. Et il y a toute une chose, parce qu'il y a des produits qui, avant le modèle, après le modèle. Il y a des risques dans cette approche. Le plus grand risque, c'est que on met toutes les responsabilités de collecte des données sur 3PL et nous suivons leur performance. Donc, nous devons investir beaucoup pour la qualité des données. Et nous avons des audits de données externes pour vérifier la qualité de ces données. Et des fois, on passe d'une région à l'autre dans le pays pour nous assurer que tout est très précis. Et ça, c'est le plus gros risque. Mais je voudrais souligner que si vous allez voir le ministère de la Santé et vous leur demandez quel est le plus grand bénéfice, quelle est la plus grande réussite, eh bien, ils vous diront d'abord les données qu'ils ont maintenant et ensuite qu'il n'y a plus de rupture de stock. Ensuite, ce type de modèle qui risque de miner le système de santé, je crois que la réponse brève que je peux vous faire, c'est que vous avez pourquoi vous payez. Ça nous ramène à la discussion qu'on avait ce matin où nous disions que des fois, il faut payer davantage pour obtenir des résultats de base. Et c'est pourquoi nous essayons d'intégrer d'autres produits maintenant pour une durabilité à la fois financière et institutionnelle. Mais il y a des limites à ce que vous pouvez y mettre. J'aimerais bien sûr pouvoir vous donner une solution qui dirait modèle A pour telle situation et modèle B pour telle autre situation. Il faut voir bien sûr ce que vous avez, les compétences à votre disposition. Et voilà, donc pas de solution miracle. Et pour la question de Paris, les produits sont commandés par USFPA, notamment. Et il n'y a pas de données historiques actuellement, donc on ne pouvait pas avoir des données basées sur les consommations antérieures. Nous faisons une sorte de contrôle au sein des autorités de la santé dans les districts. Et nous nous basons sur les chiffres de la population pour deviner un peu un chiffre. Et puis, nous essayons d'établir les besoins en consommation. Et 3PL décident eux-mêmes ce qu'ils vont fournir. Nous leur disons qu'il faut délivrer 3 mois de mois précédents de consommation. Et s'ils font autre chose, ils doivent le justifier. Donc, encore une fois, nous dépensons beaucoup d'argent pour surveiller ce qu'ils font. Mais dans un pays où le taux de prévalence des contraceptifs est 12% et 3 mois de fourniture, ça peut être 3 ou 0, parce que ce sont des toutes petites quantités dont on parle à ce niveau aussi fin. Et c'est pourquoi des fois il y a des pics de consommation et des ruptures de stock.
Je voulais commenter la même question sur le système en push pour les vaccins ou le planning familial, qui sont bien sûr des systèmes séparés. Mais ce qu'on a pu en tirer comme enseignement, c'est qu'ils ont fait un pas en arrière et ont mis en cause l'efficacité. Et on peut toujours trouver de l'inefficacité dans une chaîne logistique, qu'il s'agisse d'un programme vertical, planning familial ou de vaccins, il y a toujours de l'inefficacité. Et dans les dépôts centraux au Mozambique, le docteur Paolé en a parlé hier, ils ont fait un exercice de modélisation en se servant des entrepôts régionaux et introduisant des entrepôts intermédiaires. Et ils ont pu faire des économies énormes sur les 20 années à venir. Mais amener le ministère à un point où ils peuvent le faire, c'est assez compliqué. Mais je crois que l'enseignement tiré dans ces nouveaux modèles innovants, c'est que le gouvernement doit faire un pas en arrière et dire nous devons trouver des rationalisations et quelle est la meilleure façon de faire. Je voulais juste commenter la question posée pour pourquoi rejoindre une association professionnelle. Ce que nous avons vu avec les membres de HLA, c'est qu'en plus des points que vous avez tout à fait bien soulevés, ça concerne beaucoup le fait de participer à une pratique d'une communauté, mais c'est aussi une question de reconnaissance. La grande majorité de nos membres, surtout dans le monde en développement, ont vraiment besoin d'être reconnus. Ils pensent que s'ils rejoignent HLA, dans ce cas, ils obtiendront un moyen de reconnaissance plus sain. Et donc, il faut bien sûr pointer les gens dans la bonne direction pour avoir la bonne expérience et la bonne formation, mais nous devons aussi créer le cadre pour permettre que ces compétences soient reconnues. Et ça, je crois que c'est vraiment l'élément clé. Oui, George, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Il s'agit de reconnaissance. Par exemple, pour le programme de certification, c'est ce que les gens souhaitaient et ils voulaient être reconnus comme logisticiens professionnels. Pas simplement, on pourrait dire, ah bon, ils sont libres, ils peuvent faire le travail. Mais ils veulent faire partie d'une profession qui a un statut reconnu et qui a des normes et qui vous aide à les maintenir par le biais de la formation continue. Donc, vous avez le sentiment d'appartenir à quelque chose. Et quelqu'un hier a dit, Chris, je crois, a dit, il faut les développer et les passionner. Et c'est ce que vous essayez de faire par un organe professionnel. Vous donnez le sentiment aux gens de participer à une profession qui est passionnante. Et pendant que j'ai la parole, je voudrais dire qu'en haut, il y a un poster qui dit que la chaîne logistique doit être reconnue comme une profession. Je pense que c'est reconnu comme une profession. En tout cas, c'est le cas dans le secteur commercial. Et il faudrait peut-être dire qu'il faut que ce soit reconnu comme profession dans le secteur de la santé parce que c'est un métier, c'est une profession et c'est reconnu en tant que tel. Je suis tout à fait d'accord, surtout avec ce que Georges a dit. Pour revenir au cadre dont Rebecca a parlé hier, à ce point où nous en sommes, il s'agit d'un développement professionnel et personnel tout au long de la vie. Donc c'est vraiment formidable. La recherche que nous avons faite avec Peter, nous avons étudié environ 100 points où il y avait un modèle pool, un modèle de tiré, et on n'a pas trouvé d'évidence qu'on pouvait le suivre, ce modèle, et les infirmières s'y forment depuis 2 ans. Et c'est la même chose au niveau du transport, on n'a pas l'impression de pouvoir le faire. Donc le modèle, c'est qu'on push, c'est qu'on investit, et donc qu'on paye en quelque sorte pour bâtir la confiance. Et ça répond peut-être à votre question. On parlait de la même chose ce matin avec la Banque mondiale. On veut continuer. Quelle est l'analyse de rentabilité? Combien est-ce qu'on devrait investir pour que ces systèmes fonctionnent? Je vais suivre Andrew et rebondir sur les 2 éléments. Donc à la fois avec ma casquette IAPHL et JSI.
Ce qui est formidable quand on a des pratiques communautaires, c'est que vous pouvez partager un contexte commun. Vous pouvez être membre d'une association mondiale comme CIS ou autre. Et il y a des centaines de milliers de membres, mais peu d'entre eux vont réellement comprendre le contexte dans lequel vous travaillez. Et je pense que la certification qui se base sur des compétences communes, 95%, c'est formidable. Il faut encourager nos membres à acquérir ces certifications. Mais il faut aussi garder à l'esprit que c'est notre contexte et c'est dans notre contexte qu'on applique ces connaissances. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Et pour en revenir à la question du modèle, j'en parlais ce matin, il y a différents modèles. Nous avons des pays dans lesquels il y a différents modèles en place. Certains sont meilleurs que d'autres. Et les différents modèles, le fait qu'il y ait plusieurs modèles, ce n'est pas forcément mauvais. Bien sûr, s'ils ne fonctionnent pas, c'est mauvais. Mais encore une fois, il faut accepter la diversité. Au Zimbabwe, par exemple, on fait un modèle push, un modèle de fourniture depuis un certain nombre d'années. C'est passé des contraceptifs au malaria, et puis ensuite VIH, et ça s'étend, et à chaque expansion, on s'est demandé est-ce qu'on va pas atteindre la limite et à quel type de produit on peut l'appliquer maintenant. Mais peut-être que c'est ça la limite lorsqu'on gère les choses de cette façon. Mais il y a des façons de choisir les produits et de les gérer. Et une autre, c'est d'utiliser une analyse APC, de suivre les mouvements et de réduire les coûts. Et ce type d'analyse dans ces systèmes, il est temps d'utiliser les analyses de coûts-bénéfices parce qu'on sait que ça marche dans certains systèmes et la question, c'est jusqu'où on peut les étendre. Nous avions quelques questions encore dans le public. Pourriez-vous lever la main encore une fois? Ou est-ce qu'on a déjà répondu à vos questions? Merci beaucoup. Ma question a reçu réponse. Cependant, j'aimerais savoir quels sont les défis auxquels les pays sont confrontés quand ils appliquent les modèles. Et voilà, j'ai eu la réponse. Donc, oui, il y avait quelqu'un au fond de la salle non plus? Non? Last question, perhaps, yeah. On vous écoute. Merci pour ces excellentes présentations et merci au panel. Lorsqu'on a eu la réunion de People That Deliver en 2011 à Genève, la première personne qui a fait une présentation était un ingénieur qui travaillait dans un avion, dans l'aéronautique, et il nous montrait à quel niveau on attendait les livraisons pour s'assurer que tous les vols arrivaient à l'heure. Et donc, quel était le niveau de compétence de cette personne? Est-ce que c'est un but auquel on veut arriver? Et nous disons, c'est vrai que le secteur privé met les jalons et les standards. Nous avons la chaîne logistique dans le secteur de la santé, et puis nous avons CILT qui travaille aussi pour la logistique. Mais vous nous parlez d'institutions. Et donc, est-ce qu'il y a des institutions pour la gestion de chaînes logistiques? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est je dois féliciter People That Deliver d'avoir fait ce répertoire des compétences. Nous avons relu toutes les compétences. Et ma question, c'est est-ce que c'est réaliste de trouver une personne avec toutes ces compétences? Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à trouver ces compétences réunies dans une personne? Alors peut-être qu'il y a des compétences minimum. Est-ce qu'il faudrait peut-être voir ce qui serait réaliste dans un contexte précis? Alors on pourrait peut-être définir des compétences qui seraient applicables dans un contexte spécifique, par exemple. Merci beaucoup. Pour répondre à la question qui avait déjà reçu réponse, ce qui est critique ici, je crois, dans ces modèles push informés, c'est que vous avez besoin d'avoir une chaîne logistique qui fonctionne bien. Si vous devez rationner, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir couvrir vos coûts. Donc, il faut que vous sachiez ce que vous amenez au bout. Et si vous n'avez pas
des biens remplis. Alors, il faut déjà savoir de combien vous avez besoin avant de les acheminer. J'étais dans un panel la semaine dernière où on parlait du Nigeria et ils nous disaient qu'ils avaient des problèmes parce qu'ils avaient des ruptures de stock pour les traitements de malaria avec ce modèle push parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stock. Et donc, ils sont en train de perdre la bonne volonté politique pour ce système parce qu'ils nous disent, bah voilà, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un prérequis. Okay, can I answer the question? J'aimerais répondre la question. Il n'y a pas d'institut qui s'appelle l'Institut de gestion de la chaîne logistique. Mais au CILT, je dirais que 2/3 de nos membres, en réalité, travaillent dans la chaîne logistique et nous n'avons pas changé notre nom parce que nous avons une paroisse assez large de membres et nous avons du transport public, la planification publique et ça nous poserait problème. Nous travaillons avec la même infrastructure, le transport de frais et nous avons besoin de travailler ensemble, transport public, frais, etc. Donc nous avons changé plusieurs fois notre nom dans le passé et nous n'allons pas encore le refaire. Je sais que certains de nos membres aimeraient que nous devenions l'Institut de gestion de la chaîne logistique. Mais nous travaillons et nous coopérons très étroitement avec d'autres institutions et il y a des modèles de coopération tout au long de la chaîne logistique parce que nous pensons que ce sont les bons comportements à avoir entre les différents professionnels de la chaîne logistique. Mais aux États-Unis, il y a le CICMB qui est le conseil des logisticiens, des professionnels logisticiens. Je ne crois pas qu'il y en ait ailleurs, mais il est basé aux États-Unis et ils offrent des certifications également. Intervention sans micro. Je sais qu'il y a une présidence en Afrique du Sud et qu'il y a un bâtiment en Inde, puisqu'ils hébergent une conférence en Inde. Mais je ne sais pas s'ils ont une présence dans le reste de l'Afrique. Nous sommes un peu en retard. J'aimerais répondre cependant aux questions. L'idée du répertoire de compétences, c'est que pour que la chaîne logistique fonctionne, ces compétences doivent être dans le système. Donc, qui les a et à quel niveau, ça, c'est au système d'en décider. Mais une personne étant le super-héros de la chaîne logistique, bon, ça, c'est peu probable. Mais si vous n'êtes pas cette personne, il faut savoir de quelles compétences vous avez besoin pour faire fonctionner la chaîne. Oui, je crois que c'est l'heure de passer à la pause café. Donc, applaudissons notre panel. Est-ce qu'il y a de l'eau de coco? Non. Je sais que vous devez prendre vos avions, donc nous allons vous demander d'être très rapide et nous allons vous laisser 15 minutes de pause. Et ensuite, nous avons une session de clôture qui sera formidable.